troubles but gone. Don't nobody know my troubles but gone. Oh Lord, ain't my trouble so hard. Oh Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know my troubles but gone. Oh Lord, ain't my trouble so hard. Oh Lord, ain't my trouble so hard. Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know my troubles. Hey, hey, hey. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce stream du mardi où on va parler cinéma. Comme je vais essayer de faire tous les mardis. Voilà. Tac tac, je regarde ce que j'ai préparé. Bon, donc on va parler. J'avais envie de parler de 4 trucs, globalement. 3 trucs, en vérité. Déjà, avant-hier, j'ai vu, enfin, 28 ans plus tard, Bon Temple. Je voulais revenir un peu là-dessus, qui est un peu la sortie chaude de ce début d'année. Un peu le seul truc qui est au cinéma aussi. Je voulais parler de ça. On va mettre une petite musique... Petit Subnautica pour changer. Donc je voulais parler de ça. Après, je voulais revenir un peu sur un truc qui fait beaucoup parler depuis maintenant un mois. Stranger Things, la saison 5. Pour donner un peu mon avis définitif sur cette série. Et que je suis juste énervé parce que tout ce dont les gens se plaignent, c'est à côté de la plaque, je trouve. Enfin, c'est pas à côté de la plaque, mais les gens découvrent que Stranger Things c'est pourri alors que la série est pourrie depuis 2016. Donc pour revenir un peu sur tout ça, pour répondre un peu aux avis généraux et dire ce que j'en pense. Et après, je voulais vous parler des trucs que j'ai matés de mon côté récemment. Alors, en film, il n'y a pas grand chose, mais pourquoi pas revenir sur la trilogie Cornetto que je me suis refaite là. Et après, en série, je suis à fond dans une série terrible qui me prend beaucoup trop de temps et qui est Bones. Donc la série policière nord-américaine. Et on va aussi parler des autres films que j'ai vus. De La Momie 3 que j'ai découvert il y a peu. Voilà, j'ai un peu tout ça. On va parler de tous les films que j'ai vus depuis le début de l'année, pourquoi pas. Activity. Non, plutôt Reviews. Voilà. Tac tac tac. Regardez un peu ce que j'ai mis sur Letterboxd. Voilà. Bon, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par 28 jours plus tard? Non, on va commencer par Stranger Things. Alors, la saison 5 est sortie au pire moment de tous les temps, qui est les fêtes de fin d'année. Bon, finalement, j'ai l'impression que quand même beaucoup de gens l'ont regardé, même si c'est sorti à un moment où personne n'a du temps pour ça. Donc, quelques épisodes, 4 épisodes à Thanksgiving, 4 le lendemain de Noël, 3 le lendemain de Noël et le final le 1er janvier. Alors moi je l'ai regardé, je sais pas, le 2 ou le 3, parce que c'est pourri. Parce que j'étais occupé ailleurs en fait, tout simplement. Comme tout le monde à cette période de l'année, c'est terrible, c'est la pire date pour un final d'une série comme ça. Et tout le monde a trouvé que c'était à chier. Complètement à raison. C'était vraiment pourri, c'était ridicule. C'était, putain, mais une série d'horreur qui n'arrive pas à tuer de personnages principaux. Qui a une menace horreur cosmique ridicule. Qui a introduit un nouveau méchant joué par Linda Hamilton. Moi j'étais en mode putain trop cool, il y a Linda Hamilton, ça fait plaisir. Chaque saison ils se font plaisir en invitant un acteur un peu legacy technique des années 80. Ou en tout cas du lore geek. Quoique non, des années 80 oui. Parce que là on a eu la première saison, c'était quand même comment elle s'appelle la mère Byers. Ah, Winona Ryder,
un peu la caution grand acteur. La saison 2, on a eu Sean Astin, qui est surtout pour le Seigneur des Anneaux, mais qui avait aussi fait les Goonies, donc très les années 80. Et en plus, le Seigneur des Anneaux, qui est déjà un truc geek dans les années 80 pour les joueurs de RP et tout. Saison 3, me souviens plus. Saison 4, me souviens plus non plus. Là, saison 5, ils ont du coup fait venir Linda Hamilton pour jouer la nouvelle méchante. Personnage hautement inutile. Oui, elle s'énerve un peu contre les mecs, mais en vrai, je ne comprends pas les ennemis humains dans ce film, très honnêtement. Et à la fin, c'est réglé comme si de rien n'était, alors que ils devraient être poursuivis, les personnages et tout ça. Bon, bref. Donc voilà, c'était pourri, tout le monde est absolument d'accord là-dessus. Par contre, je suis curieux, j'aimerais bien voir le trailer, parce que j'avais pas regardé les trailers, on fera aussi ça pour un tuto. Stranger Things, saison 5, trailer. Ah oui aussi. L'exceptionnel troll de la théorie, comme quoi il y a un épisode caché, me fait mais mourir de rire. Il y a, genre, moi je croyais que c'était que second degré à la base sur Twitter, ce délire. Mais en fait, pas du tout. Il y a des gens qui y croyaient premier degré, et j'étais en mode, mais acceptez juste que votre série est mal écrite à la fin, et putain, mais on a comparé ça à la fin de Game of Thrones, et ça m'énerve, parce que la fin de Game of Thrones, bien que c'est une brosse à dents, bien qu'assez bof, est quand même à des années-lumière au-dessus de cette merde. Rien qu'en termes de satisfaction un peu bas du front, bah, Game of Thrones a au moins ce truc d'être un peu satisfaisant bas du front. Il y a la scène choquante de la mort de Daenerys, il y a des trucs choquants de finale, quoi. Et là... Alors oui, il n'y a pas la grande bataille finale, parce qu'elle est un peu avant dans la bataille de Winterfell et la bataille de King's Landing. Mais au moins on les a eus. Contrairement à Stranger Things, oui, il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Il y a une bataille finale, il n'y a eu aucun dégât, aucune perte. Ils ont roulé sur le boss, ils ont fait que des G, des 20. Des 1, je sais plus, ça dépend dans quel sens tu... des 20 plutôt. Si on veut être méta, on peut dire c'est le MJ qui avait la flemme que la partie dure plus longtemps et qui a surcheaté nos personnages. C'est pas assez méta pour ça. Ça, à la limite, c'est quelque chose que je suis prêt à entendre pour, par exemple, le film Donjons et Dragons, qui, lui, est super méta. Mais non, c'est juste de la nostalgia slop, Stranger Things 5. Du coup, regardons la bande-annonce officielle. Bon, en VF, parce que moi, je regardais la série en VF, c'est bon, hein. Je vais pas non plus me faire chier à lire des sous-titres. On va mettre sur le grand navigateur, plutôt. Pour voir un peu qu'est-ce que nous vendait la saison. Après tout ce temps, nous pouvons commencer. Commencer quoi? Ah putain. Mais déjà la saison partait mal quand, dès le début, tout ce qui avait été teasé de la fin de la saison 4, que le monde à l'envers allait se déverser sur Hawkins, c'est réglé. C'est ridicule. Tu t'es tiré une balle d'un pied toi-même dans la première saison. On commence à être paumé. On est bloqué ici. Et on n'en voit pas la fin. Mais on a peut-être une... Je me souvenais pas du tout de ces histoires de tunnels. Du coup, ça m'avait énervé, mais en fait, oui, c'était déjà introduit avant. Mais... Que Stranger Things, comme à chaque fois, je retiens 2 éléments de l'histoire de la saison que je viens de voir et j'oublie tout le reste. chance ce soir. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Ensemble. Aussi que la saison soit hyper rapide, ça m'a beaucoup gêné. Genre, tout se passe en genre 2-3 jours. C'est... on dirait vraiment un rush, alors que c'est lent, quoi. C'est moins lent que la saison 5. Là, il n'y a pas d'épisode de 2h40 ridicule. C'est pas une de tes campagnes. Winona Ryder est invisible pendant la saison. C'est quel gâchis, alors que c'était le perso principal quand même, saison 1 et 2. C'est pas à toi d'écrire la fin.
Il prévoit d'anéantir notre monde. Il s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas réussi à nous faire agoniser dans d'atroces souffrances. Tous les personnages sont cata quand j'y pense. Je crois qu'il n'y a que des extraits du premier épisode là. Enfin de la première série d'épisodes. Non, ça c'est dans la deuxième partie. Après, j'aime bien cette histoire de trou de comment ça s'appelle de trou de verre. Que le trou de verre ait une formation physique avec ses murs et tout. C'est quelque chose que je suis pas sûr d'avoir vu ailleurs. Je dis pas que ça existe pas, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est catastrophiquement utilisé et il y a plein de trucs pas logiques dans cette façon de, enfin, dans le fonctionnement du pont interdimensionnel. Mais j'aime bien l'idée de ce truc physique de ce trou de verre au milieu de l'espace fait d'espèces de chair dégueulasse. J'aime bien. Ah non, il y a de tout. On doit rester fidèle à nous-mêmes. Et rester fidèle à nos amis. Vas-y. Peu importe ce que ça nous coûte. Ah, la mère Wheeler aussi. William, Je trouve le redesign de Vecna absolument terrible. Son premier design était nul à chier, mais là, c'est encore plus ridicule. tu vas m'aider. Et tout centré autour de Will. Une dernière fois. C'est le plan de Vecna n'a aucun sens. Pourquoi il a besoin des 11 gamins? Pourquoi au début il a pris que Will? Pourquoi il a changé de plan au milieu parcours? Oh là là. C'est embarrassant, hein. C'est embarrassant tellement c'est nul. Hein. On va regarder, ça c'est le trailer du final. Je crois. Oui, 30 décembre. C'était juste avant le final. Bref. C'était à chier. On va regarder vite fait le trailer. Une dernière fois. Oh, si je mets comme ça suffit. Bon, allez, La restez vie comme ça. était tellement injuste avec toi. Par contre, le petit... Ah non, ça c'est des extraits de la saison 1. On t'a volé ton enfance. Oh, un trailer fait avec des extraits de la saison 1 pour te rappeler à l'époque où c'était bien. Tu as été agressé. Manipulé. Par des personnes terribles. Putain, mais j'en viens même à me dire que la saison 4 était pas si mal, alors que quand je l'ai vu, j'étais vraiment en mode... Oh, c'est la pire chose que j'ai vu. Oh là là. Bon, pour en finir avec mon avis sur Stranger Things. On va rester sur Henry, cette merde. La saison 1 a vraiment été game-changing, en vrai. Elle a matrixé tout le monde et il y a toutes les raisons de comprendre pourquoi. Et je l'avais regardé un peu en retard, moi. Je l'avais regardé, je sais pas, 6 mois après qu'elle soit sortie. J'étais en mode, mais non, mais la série peut pas être si bien. Hein. Faut que les gens arrêtent de maxer. Non, c'était vraiment excellent. C'était pas artistiquement excellent, mais c'était vraiment une très bonne série pastiche. Voilà, pastiche des années 80. Qui faisait flipper, qui était vraiment flippante, qui était une vraie série d'horreur. Avec bien sûr les gamins, mais c'était quand même beaucoup centré sur les adultes. Aujourd'hui, ça manque. La saison 2, on restait dans la même vibe, ça restait à peu près au même niveau, mais c'était un peu trop un copier-coller, juste avec un plus gros monstre qui était le Mind Flayer. Le flagellateur mental. Mais ça se reposait un peu trop sur ses acquis, je trouvais déjà à l'époque. J'étais en mode, j'ai passé un bon moment, mais ça prend quand même vraiment pas de risque. Bon, ça finit toujours un peu pareil, c'est-à-dire Eleven qui tend le bras vers le truc, qui saigne du nez, et puis c'est fini. Saison 3, moi je l'avais vraiment pas du tout aimé quand elle était sortie. Notamment parce que je trouve qu'il ruine le personnage de Billy.
J'aurais aimé le voir plus être un salaud sans être pris par l'esprit du flagellateur mental. Je trouve on n'a pas assez profité du personnage. Je pense qu'il aurait pu turn. Bon, une saison plus tard, ça aurait fait beaucoup, mais 1 ou 2 épisodes plus tard. J'aurais aimé le voir choper la mère Wheeler déjà. Ça m'aurait fait énormément rire s'ils avaient été jusqu'au bout du délire. Mais je trouve Billy était un personnage particulièrement intéressant et cool à suivre. Enfin, cool. C'était une énorme ordure, mais très intéressant à suivre. Et je trouve que c'est un peu dommage que. En fait, c'est dommage que ce soit ce personnage, qui était déjà un fils de pute, qui devienne un méchant interdimensionnel. Je trouve que ça aurait peut-être eu plus d'impact de prendre un autre personnage. Mais c'est vrai que la vibe estivale et tout, un peu plus. Il y avait un truc un peu léger dans cette saison, notamment avec l'introduction de Robin, euh, qui est un personnage super cool. Mais il y a toute une vibe estivale un peu plus agréable. En plus, il y a des persos qui traînent un peu plus ensemble alors qu'avant c'était pas le cas, genre Max et Eleven qui se connaissaient pas trop. Mais ça a été un des points forts de Stranger Things pendant longtemps. C'était par exemple saison 2, qui est les génies qui a eu l'idée de faire devenir potes Steve et Dustin. Et jusqu'à bien la saison 3, Stranger Things était très fort pour ça, pour créer des liens entre des personnages qui pour l'instant n'en avaient pas. Le problème, c'est qu'il y a eu tellement de nez au bout d'un moment qu'ils ont arrêté de tuer des personnages, ce qui est un problème capital de la série qui fait que c'est une catastrophe. Parce que on se retrouve à la fin avec 25 000 personnages principaux, tout est dilué, il y en a plus un qui sort du lot. Je dis pas les trucs chorales ça peut marcher, mais là il y en a la moitié qui servent à rien, qui sont là on sait pas pourquoi. Des personnages qui étaient principaux qui deviennent tertiaires, ça c'est le plus triste en fait. Genre la mère Byers devrait avoir plus d'importance. Et ça a quand même été un perso principal. Mike, Lucas devrait avoir plus d'importance. Bon, Max, c'est compliqué vu qu'elle est quasi dead. Saison 4, moi j'avais détesté. Je trouvais vraiment que c'était long, qu'il se passait 4000 choses. L'histoire des bullies, là, encore une fois, qui revient encore en saison 5, mais seulement à l'épisode 1, donc ça va. Euh, J'aimais bien Eddie, évidemment, mais en fait, chaque perso neuf qu'ils installaient, il était là pour le tuer. Eddie, mais même Christy, au début, où le mec à lunettes, étaient des persos voilà, qui rafraîchissaient un peu, mort direct. Mais ça, c'est tout le problème. C'est chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, tu sais qu'il est là pour canner, et les anciens ont peur de rien, c'est comme Sean Astin ou Billy, même s'ils ont mis un peu plus de temps pour le tuer, mais il y a, enfin, genre, c'est assez ridicule dans une série comme ça d'introduire des personnages pour qu'ils se fassent tuer. Et après, ouais, Eddie est cool évidemment, mais c'est un peu cliché quoi. En fait, c'est mon problème, c'est la saison 1 utilisait des clichés des années 80 pour faire le petit Member Berries, comme dans South Park. Faire la touche de nostalgie. Mais au bout d'un moment, les paresses d'écriture des années 80, quand ça dure sur la 4e saison, c'est plus des clins d'œil. C'est juste des paresses d'écriture. Bref, c'est assez catastrophique. Et la saison 4 était surtout extrêmement longue, avec des épisodes qui duraient absurdement 2h30. Mais genre, je sais pas ce qu'il leur a pris dans cette saison. Peut-être qu'il devait y avoir 6 saisons, ils ont été un peu rush par le truc, je ne sais pas. Enfin, pourquoi ils étaient rush? Ils avaient mis 3 ans à faire la saison, là ils en ont mis 4, 5, je sais pas. C'est... Waouh, c'est... Bref. Et cette saison 5, bah, c'est encore pire. Mais je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est les fans qui disent «Oh mais cette saison 5 était pourrie alors qu'avant c'était génial!» La 4 était nulle, la 3 était vraiment pas dingo, la 2 était bof, la 1 était cool. Moi je maintiens que la 1 quand même, chaque fois que j'y repense, je me dis, putain mais il y avait un vrai déroulé narratif dramatique, il y avait une vraie angoisse, une vraie peur. Là on n'a plus peur de rien là, voilà, on n'a plus peur de rien. Bref, c'est assez catastrophique et je suis heureux que ce soit terminé. Après, ça a bien marché, mais vraiment, j'ai l'impression que tout le monde y chie dessus, quoi.
Et ce qui me surprend le plus, c'est de voir des mecs comme Sean Levy et surtout Frank Darabont à la réal. Il me semble pas que Sean Levy avait réalisé des épisodes avant, mais Sean Levy n'est pas un grand réalisateur, mais c'est un réalisateur capable. Peut-être pas compétent, mais au moins capable. Stranger Things. Ah non, il a réalisé 34 épisodes. Oh waouh. Oh waouh, waouh, waouh. Il est là depuis le début en fait. Ça m'étonne, j'avais pas souvenir qu'il soit là. Je vais trouver voilà les épisodes. Ça réalisé par Duffer, ça réalisé par Duffer. Ah non, il est là depuis le début, bon. Mais il était là depuis le début, comme les frères Duffer d'ailleurs. Et c'est qu'est-ce qu'il fout là? Enfin, il me semblait que c'était un réalisateur plutôt capable, et là c'est assez catastrophique, même la réalisation. Et surtout Frank Darabont. Frank Darabont qui se retrouve là, qui réalise peut-être un des pires épisodes, mais avec une des meilleures scènes. Il réalise l'épisode que j'aime bien. En fait, l'épisode où ils essaient de choper un démon gorgon, là. J'aime bien la scène où il prépare le plan, les pièges et tout ça, où il kidnappe la famille de Derek, c'est assez rigolo. Mais qu'est-ce qu'il fout dans cette merde? C'est un réalisateur assez talentueux quand même, normalement. Genre même quand il est sur des séries qui sont pas les siennes, genre je vois, il a fait un épisode de The Shield. Ça m'a pas chaud, je me rappelle plus l'épisode, j'avoue, mais... Merde quoi, il a rien fait au cinéma depuis The Mist, le pauvre. Oh! Il réalise de la merde comme ça? C'est décevant de voir un mec comme ça à ce niveau-là. Hein. Mais j'avais aucun souvenir que Sean Levy était là depuis le début, par contre. Et voilà, toutes les déclarations a posteriori des frères Duffer sur le lore en mode mais putain, mais ça c'est des trucs qu'on devrait avoir dans la série et pas sur un tweet. Je sais pas si j'avais mis des trucs de côté. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait pas apprendre sur des tweets, ça. Ça me rend fou. Ça me rend à peu près fou. Après, j'avais partagé des trucs sur les tweets. J'ai pas mal retweet de trucs. Je crois que c'est des trucs qui me rappellent d'autres sujets. Pop, pop, pop. Voyons voir. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui partage une vidéo d'il y a 3 ans en mode pourquoi la saison 5 de Stranger Things sera probablement pourrie? Et le mec qui retweet en mode mais comment il savait? Bah, je ne sais pas, peut-être au hasard parce que la saison 4 était catastrophique, la 3 vraiment pas ouf, la 2 s'essoufflait déjà. Voilà. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Ah ouais, ça. Genre là, les autres concepts de Vecna, qui sont encore pires que les précédents, surtout lui. Lui, on dirait un Warframe. On dirait Necros dans Warframe. C'est catastrophique. Hein. Ah oui, là, qui disent, il y a une version de 3 heures de l'épisode qui n'a jamais été écrite. Donc il n'y a pas de version de 3 heures de l'épisode. Ferme ta gueule. Et la baston de fin est pourrie. La dimension X, c'est pas intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je vais repasser en full cam pour pas que vous voyez tout. Bon, c'est mon Twitter, après il est public. Hein. C'est un truc qui me relance sur un sujet à la limite. Une vidéo qui compare, ça je vais la regarder. Une vidéo qui compare des problèmes des trucs de Stranger Things et de Star Wars qui sont les mêmes. Bon après, ce concept de l'objet qui s'intègre au paysage, c'est absolument pas nouveau. Hein. C'est juste que
Bon, autant dans Stranger Things, en fait, dans Stranger Things, je suis prêt à l'accepter, mais pas dans Star Wars. Les contextes sont différents. Dans Stranger Things, là, c'est tout dans l'esprit de Vecna et tout. C'est beaucoup plus mystérieux, alors que dans Star Wars, pourquoi? Bon, voilà, c'est ridicule. Pardon. Mais en vrai, c'est moins ridicule dans Stranger Things. Qu'est-ce que je dis là? Ça m'énerve déjà les gens qui comparent la fin de Stranger Things à celle de GOT. Deux séries incomparables avec des prods incomparables, mais si on doit le faire, la meilleure saison de Stranger Things, la 1 obviously, atteint quand même tout juste la moyenne de qualité de Game of Thrones. Oui. GOT a déçu de sa fin, c'est totalement vrai, mais faut arrêter de maxer, c'était pas si pire. C'est un raté sur la dernière saison uniquement après 6 saisons assez inattaquables, une 7e en demi-teinte, mais tout à fait agréable. Stranger Things a commencé à souffler dès la saison 2 et se trouve en chute libre depuis la fin de la 3. À la limite, une comparaison avec Walking Dead ferait plus sens, une longue chute aux enfers, même quand on croit être au fond, il y a pire, mais personne n'a regardé la fin de The Walking Dead. Ouais, c'est la première chose que j'ai dit avec quelqu'un quand je lui ai donné mon avis sur Stranger Things, j'étais en mode, j'ai préféré la fin de Walking Dead. Mais personne ne regardait Walking Dead, donc tout le monde s'en foutait, mais elle était vraiment honteuse. La dernière saison de Walking Dead est vraiment honteuse aussi. Et ouais, on le compare à GOT, mais moi du coup, je suis heureux. D'ailleurs, faudrait que je le revoie, mais je suis heureux parce que entre Game of Thrones et Stranger Things, personne ne parle plus de la fin de Lost. Bon, les gens parlent toujours d'autres faits qui sont déçus, notamment How I Met Your Mother. Je me suis spoil la fin. Bon, après, la série est sortie il y a 15 ans. C'est pas... Il y a 20 ans. C'est pas... Voilà. Mais plus personne ne parle de la fin de Lost. Et il y a plus de hate sur la fin de Lost. Et ça me rend assez heureux. J'avoue, la série date un peu dans ma tête. Faudrait que je la revoie. Je l'ai vue il y a 10 ans. Donc, voilà. Ah ouais, tous les trucs avec les notes IMDb qui fluctuaient. Et notamment sur l'avant-dernier épisode avec le... Comment ça s'appelle? Je l'avais pas évoqué parce que c'est nul au même niveau que la série. Je vois pas pourquoi ça a besoin d'une scène particulière. Le coming out de Will. Que les épisodes se sont fait review. Que cet épisode s'est fait review bomb parce qu'il y a un coming out. C'est ridicule. Je déteste Stranger Things parce que c'est mal écrit. Vous détestez Stranger Things parce qu'il y a parce qu'il y a un homosexuel. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne serons jamais dans la même team. Ok? C'est jamais je n'attaquerai Stranger Things pour ça. Je l'attaque parce que c'est mal écrit. Pas parce qu'il y a un gay. Genre, le review bomb était dégueulasse pour ça. Et en plus, c'était tous les épisodes avaient genre là, avaient genre 8 et celui-là avait 5. Et j'étais en mode, mais tout devrait être à 5 en fait. Et, voilà. On n'est pas dans la même team. Je critique Stranger Things parce que c'est pourri, pas parce qu'il y a un homosexuel dedans. Mais là, c'est vrai que la scène est particulièrement ratée. Tot. Ouais, là, je vois un truc sur le... Ah, d'ailleurs, très bonne question. Je vois un truc sur le fonctionnement du portail. J'aime bien, en vrai, visuellement, comment ça rend. Et j'avais posé la question, pourquoi la gravité amène du côté de Hawkins? La logique voudrait pas qu'on puisse aussi marcher sur l'Epsilon des abysses. La logique voudrait, vu qu'en plus on peut voyager de l'un à l'autre, c'est pas un passage à sens unique. Et du coup, tous ces monstres-là, ils viennent de la dimension X, ils viennent pas... Pourquoi il y en a pas, du coup? Bon, bref. Plein de problèmes, évidemment. En fait, je crois que le problème numéro 1 de Stranger Things, c'est que les personnages passent leur temps à nous raconter leur développement de personnage au lieu de se développer. Problème numéro 2, on s'emmerde. Oui! Je suis d'accord avec moi-même. Beaucoup de trucs sur Avatar aussi. Bon. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus à dire sur Stranger Things. C'était nul à chier. Je suis heureux que ce soit fini. J'espère que les deux Fair Brothers, s'il faut une autre série, n'auront pas... que personne les prendra vraiment au sérieux. Ils ont intérêt à ressortir un bon truc. J'avais vu comme quoi il y a une rumeur comme quoi ils avaient plus ou moins volé le script. Je sais plus. Je sais pas si c'est une rumeur totale ou si c'est fondé.
Mais la rumeur disait qu'ils avaient volé le script de la saison 1 et que depuis, comment ça s'appelle? Ils improvisent. Et honnêtement, ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas du tout. Voilà pour Stranger Things. Ça y est, j'ai plus envie d'en parler. J'avais commencé à prendre des notes des épisodes au fur et à mesure. En fait, j'avais pris pour la première partie. La deuxième partie, je l'ai regardé juste en passant comme ça, sans me concentrer. Du coup, je l'avais pas fait, mais j'avais fait ça pour la saison 4. Et vraiment, j'avais des notes à l'infini où j'avais relevé chaque problème. Et j'étais en mode, mais c'est abusé. Tous les problèmes qu'il y a dans cette série. Bref. Bon, parlons un peu de The Bone Temple, qui est quand même vachement mieux. Mais pas non plus ouf. Alors, The Bone Temple est sorti. C'est la suite de 28 ans plus tard, tout court, qui est elle-même la suite de 28 jours et 28 semaines plus tard. Et en ce moment, ça m'énerve sur Twitter. Il y a un 28 semaines plus tard bashing qui me rend fou parce que la série, le film a vraiment des qualités et vraiment mérite pas toute cette haine. Et 28 ans plus tard, moi je suis très 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 mitigé sur le film. J'en avais parlé un peu la semaine dernière dans le stream des récompenses. Je suis extrêmement mitigé parce que je trouve l'histoire assez catastrophique et l'écriture assez faible. Et c'est pas clair ce que ça veut raconter. Ça veut raconter des choses, on le sent bien, mais moi je trouve ça vraiment pas clair. Mais la réalisation de Danny Boyle est vraiment stimulante et il essaie 1000 trucs, pas toujours réussis. Mais il essaie plein de trucs dans tous les sens. C'est ce que j'aime bien chez Danny Boyle. C'est pour ça que mon film préféré, c'est Trainspotting 2 notamment. C'est peut-être un des films où il essaie le plus de choses différentes. Mais il était quand même marquant, bien angoissant. C'était un 28. C'était un film 28, même si l'histoire était un peu ratée. Et là, je suis mitigé. Je suis mitigé aussi sur le Temple des Eaux, mais pas pareil. Mais je propose qu'on soit la bande-annonce que je n'ai pas vue. Si je la mets là, ça suffit. Ceci est un monument aux morts. Donc, tout ça, c'est vous? En effet, Vous êtes le malin? le malin? Vous parlez de Satan? Oui. Le malin lâcha les esprits du mal dans le monde des humains. Et sous le joug des démons, le monde des humains s'affaiblit. T'as même la bande-annonce fait le screamer. Je me trompe plus grand. Je me rappelle certains détails, de gens, de faits marquants. Le monde avait son fonctionnement. C'est quoi ton nom? Spike, Non, non, je crois que tu t'appelles Jimmy. Les fondements nous semblaient inébranlables. Quand les contaminés attaquent, qu'est-ce qu'ils voient? Révolution, Je crois que calmons-nous. l'infection peut être soignée. Mais aujourd'hui, on saute dans l'inconnu. Bon, c'est assez honnête sur ce que le film est. En vrai. Bravo. Donc, Le Temple des Eaux, pas réalisé par Danny Boyle cette fois, mais par Nia DaCosta. Et en vrai, j'ai plutôt apprécié sa réalisation. Elle est moins stimulante que Danny Boyle. Mais j'ai quand même trouvé ça plutôt bien fait, dans l'esprit du précédent, tout en apportant sa patte.
Ceci est un C'est monument aux tout ce morts. qu'on demande à une suite sur ce niveau-là. Je vais... L'éléphant dans la pièce, là, j'ai un problème avec le film. Ça fait pas peur. Ça fait pas du tout peur. Ça fait absolument pas peur. Ça met même pas en angoisse, ni même en malaise. Alors que, normalement, c'est ça, 28. C'est du malaise. C'est pas de la peur constante, c'est quelques screamers bien sentis, mais c'est surtout une atmosphère de malaise qui, je pense, a beaucoup inspiré des trucs comme Walking Dead. Mais là, y a rien. Il y a 3 screamers. Et les screamers, d'ailleurs, le premier, il te surprend. Bravo. Tu dis, bon, d'accord, je me suis fait avoir. Le deuxième, ok. Le troisième, tu souffles au bout d'un moment, quoi. Et celui à la fin, en mode, évidemment. Le dernier, t'es en mode, évidemment. Bien sûr qu'il y a un screamer. Euh, c'est décevant sur ce niveau-là. Et les Jimmy, là, même dans la maison et tout, il me faut déjà... Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis biberonné à Walking Dead et que du coup, j'ai déjà vu des mecs complètement ouf qui croient à une religion improbable dépecer des gens. Mais ça ne me met jamais en angoisse, leur scène. C'est au pire, je les trouve... Au pire, je trouve que c'est des fils de pute, quoi. Au pire, j'ai de la haine, mais j'ai aucune angoisse auprès d'eux. Notamment le chef, qui est peut-être le moins angoissant, enfin Jimmy, Sir Jimmy Crystal, qui est peut-être le moins angoissant de tout ça. Il a juste l'air, ça va être un fils de pute, quoi. Et en fait, même, genre, il est tellement rationnel sur son truc que la fin, c'est de te faire croire qu'il entend les voix dans sa tête qui disent de faire ces trucs, mais t'es même pas sûr, c'est juste un gosse traumatisé. Et après, l'autre source de peur, c'est les zombies, qui, à part les screamers, ne sont pas là. Et même l'alpha, qui était le truc flippant, moi je trouve que c'était le truc qui m'était vraiment mal à l'aise, parce qu'il était vraiment tellement plus grand que le reste, et tellement étrange, qui mettait vraiment en angoisse. Juste le fait qu'il soit là, au fond, sur la colline, dans 28 ans plus tard, était tellement flippant. Et là, il est flippant la première scène. La deuxième scène, il est inquiétant. Et puis après, il devient le pote à Yann. Il devient le pote à Ralph Fiennes. Et je suis pas contre cette idée du zombie qui revient à son état humain, quasiment. Je suis pas du tout contre ça. Mais c'est pas si neuf déjà. Regardez Le Jour des Morts Vivants de Romero pour les questionnements sur les restes d'humains derrière le zombie. Et les Jimmy, pareil, c'est pas si neuf. Avez-vous vu Walking Dead, Negan, par exemple? Niveau taré, qui ont des croyances spécifiques. Il y a les loups aussi dans Walking Dead qui sont bien flippants aussi. Euh, évidemment, les chuchoteurs qui sont 1000 fois plus terrifiants. J'ai été très déçu en tant que film de zombies. Après, c'est vraiment pas mal fait. Je vous montrer juste la critique que j'avais fait sur Letterboxd. J'avais dit pas assez nul pour vraiment chier dessus. C'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles. Je trouve quand même que c'est pas un mauvais film. J'ai trop de problèmes avec ce film, surtout encore une fois l'écriture de Garland. Là, je sais pas trop ce qu'ils vont raconter, et 2, on dirait vraiment juste l'épisode suivant, quoi. On dirait pas un film à part entière, on dirait vraiment l'épisode suivant. Mais ce qui me manque le plus, c'est la peur, qui ne ressort que lors des screamers. Le premier est surprenant, au 4e, je souffle. Bonne idée que par-ci par-là, des acteurs impliqués. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut pas retirer, c'est les acteurs. Moi, je suis un peu déçu que le petit soit un peu plus en retrait, parce que c'était un de ceux que j'appréciais le plus dans le premier film. Bon, c'est cool de se concentrer un peu plus sur Ralph Fiennes, le perso est sympa. Mais je trouve le perso était mieux géré dans le premier film. Parce que dans le premier film, il y avait vraiment genre... il est terrifiant parce qu'il a l'air complètement fou. Mais à la fois, dès qu'il parle, il est un peu... Il fait sens, dès qu'il parle. Alors que là, on perd un peu de sa folie. Même dans la scène de fin où il joue, en fait. Scène qui est cool, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Dans un film qui est censé faire peur. Et là, on laisse un peu trop la folie pour juste... C'est le mec raisonnable de cet univers, alors que le premier laissait beaucoup plus le doute, quand même, sur sa raison. Sur à quel point il a gardé sa raison. Et voilà. C'est assez beau. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup plus à dire, finalement, sur 28 ans plus tard. On va regarder un peu les critiques presse.
Il est quand même plutôt bien noté, 3-3. Contrairement à Fernando dans 28 semaines plus tard, Nia DaCosta a réussi la quadrature du cercle et imposé sa personnalité sans jamais renier celle de Danny Boyle. Une totale réussite. Je suis un peu d'accord, mais je trouve que c'est facile de taper sur 28 semaines plus tard. 20 minutes, qu'est-ce qu'ils disent? Les âmes sensibles passeront leur chemin et les amoureux du cinéma d'horreur se régaleront. Non. Je suis une âme sensible, j'ai pas passé mon chemin et je me suis pas régalé. La saga se mue en quelque chose d'unique et ce nouveau volet faisant suite directement le plus de Danny Boyle prouve bel et bien que ce qui intéresse les deux artistes, ce ne sont pas les infectés et une bête quête de survie face à la menace, mais plutôt de poser un regard nihiliste sur notre monde actuel et toujours teinté d'espoir et d'humour. Bah, les infectés permettent de poser un regard nihiliste sur notre monde actuel. Avez-vous vu 28 jours plus tard? Merde! Dernière nouvelle d'Alsace. Si le Temple des Morts propose son lot de morts sanglantes et violentes, il réussit aussi à sortir du carcan du film de zombies, jouant les clichés, les apparences et même l'essence de ses ennemis. C'est vrai que moi je trouve qu'au fond, c'est pas très différent d'un film de zombies, mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui essaient de faire des petites nouveautés sur les zombies. Allez. L'audace, c'est ça, un gigantesque foutoir rempli à ras-bord d'idées plus ou moins bancales, plus ou moins bonnes, mais trop radicales pour ne pas susciter la sympathie. Et pour moi, ça, c'est une critique du premier 28 ans plus tard. Pas du tout de ce film-là. Pas du tout. J'abuse. Hein. Le Dauphiné libéré. La clé du film, c'est le Dr. Kelson incarné par un excellent Ralph Fiennes, c'est vrai. Au cœur d'une jubilatoire séquence finale mettant en valeur l'impressionnant ossuaire déjà présent dans 28 ans plus tard. Ossuaire qui perd tout aspect angoissant, encore une fois. Et étrange et éthéré. Et la scène de fin, bien que très cool, je l'aime pas trop. Enfin, j'étais pas à fond dedans, quoi. Sur l'ensemble de l'intrigue, on n'est pas trop friand des vilaines aventures du gang de Jimmy. Je suis d'accord. Hyper sauvage à la manière d'un Orange Mécanique. Orange Mécanique du pauvre, quand même. Hein, qui va trop loin dans la violence graphique et gratuite. Je suis même pas d'accord. Hein. Il y a vite fait la scène où ils arrachent la peau des mecs dans la ferme, là. Et encore, on voit rien de très direct. Hein. En revanche, toutes les séquences mettant en scène le Dr. Kelson ont un effet bœuf grâce à son interprète, le grand Ralph Fiennes, et aussi grâce à l'alpha. Hein. Moi, j'aime bien ces séquences, hein, mais ça ne me... J'aurais aimé voir plus, quoi. 4 étoiles, ils mettent tout le monde. Hein. Drôle d'objet, donc, que ce temple des morts, bourré de références, mais d'une singularité folle, assumant pleinement son côté pop et déjanté, tout en engorgeant d'impressions dérangeantes, d'images sanglantes et d'humour kitsch. D'accord, mais pas les impressions dérangeantes, je ne les trouve pas. L'horreur jusqu'au grotesque, c'est comme ça qu'on l'aime. Et oui, il faut parler de la fin aussi avec Cillian Murphy, ça m'énerve. C'est comme la fin du précédent. Je regarde un film, je ne regarde pas une série. Je n'ai pas envie d'avoir un cliffhanger à chaque fin de film pour annoncer le suivant. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Après une première bonne surprise l'an dernier, la relance de la saga de zombies de Danny Boyle confirme sa réussite inattendue, composant un blockbuster singulièrement libre et vivant. Bon, c'est bon, on a vu ce qui était bien. Maintenant, qui trouve ça nul? Bah, pas grand monde, hein. Attends, en note spectateur, 3-6, c'est encore mieux. Putain, je vais finir par être d'accord par là, le Figaro, aidez-moi. Au programme, torture au couteau et sacrifice sous couvert de dénoncer le nihilisme d'une humanité désespérée, bête et méchant. Toi, t'as rien compris. Là, en fait, où le film trouve son chemin, et la seconde thématique du film, l'improbable rencontre entre Kelson et l'alpha Samson. Moment pour le coup d'une finesse et d'une humanité bienvenue. Je suis assez d'accord avec Paris Match. D'où la frustration de se retrouver avec une moitié de film réellement utile qui aurait pu être traitée en une seule et belle séquence. Oui. La réalisatrice Nia DaCosta s'empare de la saga des zombies britanniques et s'emberlificote dans une vaine spirale sadique. Ouais, je trouve le film pas si sadique que ça. Hein. L'Ops. En tant que tel, le film est mal rythmé et décousu entre lyrisme kitsch, nihilisme pop, dialogue didactique et violence gore digne d'un bis italien. Ouais, bah après, c'est un film de zombies, quoi. Je trouve pas ça mal rythmé. Par contre, le film passe plutôt bien et je me suis jamais fait chier, moi. Son apport à la mythologie, relecture dégénérée des évangiles et du mythe du bon sauvage dans le chaos vaut néanmoins le détour. En somme, on a l'impression de voir un épisode de série. C'est désormais cela le cinéma. Bon, t'abuses avec la dernière phrase, mais je suis assez d'accord. J'ai l'impression de voir un épisode de série. C'était un bon épisode de Walking Dead, y a pas de souci, mais... Drôle d'ambition, il ne s'agit plus véritablement pour Garland de mener tambour bataille une relecture du film de zombie, mais de s'amuser dans son coin avec un concept scénaristique trituré dans tous les sens. Oui. Télérama qui met 3 étoiles. Nouvel opus de la saga des zombies post-apo créé par Alex Garland et Boyle,
où la terreur se déploie là où on ne l'attend pas. Mention spéciale à Ralph Fiennes, toujours aussi inquiétant. Sort du doc frappadingue. Ce n'est pas vrai. Ouais, bah, Ralph Fiennes, en fait, Ralph Fiennes, dans ce film, ne fait rien d'inquiétant. Tout ce qui est inquiétant de Ralph Fiennes vient du film précédent. Et dans ce film-là, bah, tu vois, et même dans le film précédent, en vrai, tu le vois, chacun de ses gestes, chacun de ses actes, tu te dis, bah, il a fait les bons choix à chaque fois. Et dans le premier film, j'avais peur qu'il tourne, qu'il soit pas si clean qu'on croit pas au premier abord, parce qu'au premier abord, on le croit fou, on le croit taré, au deuxième, ça va, et c'est au troisième rapport, est-ce qu'il est fou ou pas, et ben, il l'était pas dans le premier film, et dans celui-là, il l'est toujours pas. Ralph Fiennes n'est pas inquiétant, c'est presque le personnage auquel on s'identifie dans tout ce merdier avec Spike, en fait. Ah voilà, j'ai lu le reste. Et si on regarde un peu les critiques spectateurs, qu'est-ce que les gens en disent? Est-ce qu'il y a des critiques les plus émues? Il y a principalement 4, d'accord. Filtrés par... bon, peu importe. Papa, quatrième film de la saga, 28. Et selon moi, le meilleur film de la saga juste après l'original. Je vais pas lire les critiques spectateurs, ça va m'énerver. Et voilà, je trouve ça quand même... Ouais, ou pareil, ce tweet, Joy, je ne te connais pas, je n'ai rien contre toi, mais je l'avais juste mis de côté. La suite de 28 ans plus tard est encore meilleure. Ouais. Le film est très différent du précédent, mais c'est toujours aussi violent, tordu et novateur. Bah, je suis d'accord sur aucun des trois qualificatifs. Ralph Fiennes en Kelson est incroyable, ça tout le monde est d'accord. Le personnage, la performance, bluffant. Et violent, oui, mais pas plus que notre film du genre. Normalement, les 28 sont quand même un cran au-dessus que le film de zombie de base, quoique pas tellement en fait. Tordu, moi je trouve pas, hein. Parce que enfin, genre les Jimmy sont pas si tordus que ça en fait. Ils sont juste un peu débiles et Jimmy Crystal est un peu paumé, mais en vrai il fait rien de très très tordus qu'un mec dans un autre truc de zombie. Et il y a le docteur Kelson, mais on l'a apprivoisé en gros. Il était inquiétant et tordu dans le premier film, et maintenant juste on connaît le personnage, on l'a accepté, bref. Bref, voilà, moi j'avais mis 3 étoiles. Qu'est-ce que j'avais mis Est-ce que je peux chercher? C'était quoi en mars? Non, c'était après ça. Et qu'est-ce que j'avais mis pour 28 ans plus tard, le premier? Esthétiquement très intéressant et Boyle teste sans cesse des trucs, mais narrativement Garland il est aux fraises. Et ça va faire une saga à partir de ça. Eh ben, c'est pas. Encore une fois, hein, c'est très regardable, hein. J'ai regardé des trucs. Je suis assez curieux de tout ce qui est fait en trucs de zombies. J'ai regardé des trucs de zombies bien plus pourris que ça, hein. On va pas se mentir. Mais ça m'énerve les gens qui maxent sur Twitter en fait. Chaque fois que je m'énerve contre un film, c'est ça de toute façon. Euh, Les gens ne savent pas être calmes. Après, qui fait des films? Au final, qui fait ce que vous voulez? Et franchement, D'Acosta, j'aimerais bien voir ses autres films quand même parce que elle a un truc, elle a une patte. Ça se voit qu'elle est encore jeune. Voilà, 36 ans, c'est une jeune réalisatrice. J'avais vu que c'était elle qui avait fait The Marvels. Mais peut-être je regarderai un peu ses autres films. Elle a fait quoi? Elle a fait un remake de Candyman? Littlewood, je vois pas du tout ce que c'est par contre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, ouais, il manque peut-être ce petit quelque chose de britannique. Mais 28 semaines plus tard, il était pas réalisé par un Britannique non plus. Il était réalisé par un Espagnol. Et Nia DaCosta est américaine. Et ouais, Cillian Murphy, je suis pas convaincu par d'elle. Apparemment, sa meuf est morte. Comment elle s'appelle? Celle qui était jouée par Naomi Harris? Naomi Harris. Qui est une actrice que j'adore. Je la trouve trop cool.
puisqu'on voit que lui et une fille, la fille avec qui ils étaient aussi d'ailleurs, et lui et une fille, ou elle est peut-être ailleurs, et une fille métisse, donc on peut supposer, vu que je crois que c'est sa fille, que c'est la fille de personne Naomi Harris. Ouais, la scène est un peu ridicule. Comme la scène de la fin de 28 ans plus tard, en fait. Comme la scène où Spike tombe sur les Jimmy, elle est un peu ridicule. T'es en mode, ouais, bon, on est dans une série télé ou quoi? Après, une série télé type Walking Dead aussi longue avec des délires comme ça, moi je dis pas non, hein. Mais je suis fan de The Walking Dead, moi j'aime beaucoup cet univers. Voilà. C'était pas à se taper le cul par terre. Je fais une petite pause parce que j'ai un peu soif et j'ai pas pris d'eau. Et on se retrouve, je vais arrêter là pour parler de Stranger Things qui vient toujours. On en a parlé 1 heure des deux. Faut que je trouve plus de trucs à raconter si je veux faire des streams ciné tous les jours. Ou des trucs à react, à la limite, peut-être des vidéos, des trucs comme ça. Et là, je fais une petite pause et après, on parle de ce que j'ai regardé récemment en film et en série. Pas Stranger Things, du coup. Voilà. On se retrouve dans 5 minutes. On va mettre quoi comme musique? Ça là, allez. Allez, à toutes. Derrière les portes du Louvre se trouve le Saint-Groove. À 40 pas de la Joconde, il y a une flèche au stylo rouge. Il faut s'y faufiler de nuit et si possible d'un passe-move ou que le gardien te couvre, sinon c'est l'alerte rouge. On nous cache des choses depuis Adam et Ève. Le lièvre et la tortue parient sur le lièvre. Le vrai, le faux, le vraiment faux, le vrai, c'est faux. C'est vraiment le pogo de la théorie du complot. Certains avaient des allumettes pendant la guerre du feu. Le copain d'une copine a côtoyé Sophie Neveu. Y a jamais eu personne qui a mis le pied sur la lune. On dit que c'est Edith Piaf qui a écrit mon truc en plume. On dit que sur notre planète les petits hommes verts ont la télé et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Des tas de secrets d'État sont là devant toi. Un soir dans une ruelle, un homme étrange me déclara que Marilyn Monroe était une fan de Pompidou et qu'elle a déclaré sa flamme en chantant Pompidou. Le Dalai Lama, Serge Lama, Alain Delon sont partis au Tibet pour leur chanter la Madelon. On dit qu'il y a des gens qui sont montés dans des soucoupes, qu'ils ont bu du jus de coco, qu'ils ont coupé au cou. Juste parce qu'il a parlé du monstre de Roswell. L'armée américaine s'est séparée de Jacques Pradel. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Ils ont dit que Sheila et la Joconde étaient des hommes, qu'il y aurait un bug pour fêter le millénium, que certains boulangers font des babas au polonium, qu'ils enrichissent à l'uranium et qu'ils arrosent avec du rhum. Il y a de l'info, de la désinfo et de la désinfo, tout cela n'est pas faux. Dans les Simpsons c'est qui a tué Kenny, mais la question que l'on se pose est qui a tué Kennedy. Dans l'ordre du temple solaire avant, je vois venir des pompiers avec des jerrycans d'essence. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. Da Vinci Claude. Tout se mélange dans ma tête depuis l'aube. Je suis comme dans un chapitre du Da Vinci Claude. I remember way back in the days on my black.
Né au Sénégal, mes deux parents venaient du Tchad. Fils du Sahel, j'avais les envies du roi Fad. Mais je suis venu ici dans un foyer à Saint-Denis avec mes frères et sœurs. On déménage pour Évry. Ma mère fait des ménages dans des centres hospitaliers. Elle sait que le savoir sera mon seul allié. Elle rentre tard le soir, moi je joue au football. Accélération, grand pont, ensuite je shoot goal. Colonie de vacances, en Haute-Savoie. On contrôlait les moniteurs sans avoir le BAFA. Puis trip en Égypte, école française du Caire. Pour parfaire mon flow et mon vocabulaire. Là j'ai appris l'humilité, la peur des cartouches. Pur style de sniper, camouflage pas aux mouches. J'ai vu des mecs partir à l'île au Chalon. Des manifs étudiantes, des contre-manifs, des jalons. Puis j'ai passé des journées dans des bibliothèques. Des nuits entières dans la rue face à la médiathèque. Pris le microphone dans le wagon 8 à la gare de triage. En côtoyant des gens qui étaient pas dans les rouages. À cette époque en plein Paris y'avait des skinheads. Tu venais du bled, il ne fallait pas crier à l'aide. Mais être apte à garder le même cap. Peut-être parce qu'un jour un type m'a dit vas-y lève-toi et rap. Lève-toi et rap. Il y a eu le temps du Globo, du Bobino, du Rex Club. Péniche Ruby pour le Robadub. Le High Fight, Polino, Kwame, Chroma, Yachtman, Lord, Zelko, Djadja pour Moucha Pata. Le luxe n'est pas Lexus mais les kilomètres de boxer. Ou comme les musulmans fumant c'est tagué dans le RER. On prenait le métro avec un regard d'esthète. Une casquette pour check and name, plaid à ticarette. En mec honnête j'allais chercher des jobs au CIDJ. Mais tu le sais déjà, on cherchait des DJ 501, possible pour la France. Avec la même éthique, garder le droit à la différence. On m'en voulait parce que j'avais ce qu'il voulait. Un style qui m'était propre et le verbe au plus que parfait. Me faire rentrer dans un gang, t'es ouf ou wack? J'suis chétif comme Gandhi et ne kiffe que les kilowatts. Je marche profil bas, n'exhibe aucun bijou. Tu vaux bien plus qu'une marque, m'avait dit Mamadou. Le cinéma de mafia me rendait méfiant. J'ai vu des jeunes mafieux et puis des capis déviants. Comme dans les écoles, je porte encore le fut large. C'est de la weed, quand je deal des messages barges. Rap back, fac, premier rentré dans les bacs. Peut-être parce qu'un jour Jésus m'a dit vas-y lève-toi et rap. Lève-toi et rap. Lève-toi et rap. Lève-toi et rap. Et de retour. Bon, voilà. Alors, avant de se quitter, là, on est encore ensemble pour une petite demi-heure, je pense. Je voulais faire un petit point sur mes DVD, parce que j'ai acheté, j'essaie d'en acheter un peu moins en ce moment, parce que je suis occupé à dépenser tout mon fric dans des BD. Mais j'achète encore quelques DVD, et là, en plus, on m'en a offert pour mon anniversaire. Donc, je vous parle un peu de ce qui est rentré dans la collection. Alors déjà, paf, Pacific Rim 3D. J'ai déjà Pacific Rim là-dedans. Il est AP. Il est par là. Pacific Rim. Il est là. Mais je l'avais pas en 3D. Et un pote à moi me l'a offert pour mon anniversaire en 3D. Du coup, je vais revendre l'ancien puisqu'il y a les deux supports, 3D et pas 3D. C'est juste, je vais pas pouvoir le regarder de suite parce que mon installation 3D c'est avec mon projecteur qui n'est actuellement pas branché. Ce même pote m'a offert un autre film en 3D, Destination Finale 4, mais là c'est en 3D anaglyphe, donc avec les lunettes rouges et bleues. Donc ça je le materai bientôt, c'est rigolo. Et Land of the Dead de Romero, c'est un des rares qui me manque de la saga. Il y en a deux que en fait la saga de Romero. J'ai vu Night of the Living Dead, je l'ai vu complètement dans le désordre, mais c'est pas grave. J'ai vu La Nuit des Morts Vivants, j'ai vu Le Jour des Morts Vivants, j'ai vu Chronique des Morts Vivants, donc Diary of the Dead, qui est celui en found footage. Et j'ai pas vu Zombie, Dawn of the Dead, mais j'ai vu le remake de Snyder. Voilà. Et il manque du coup le Vestige des Morts Vivants. Et puis tous les remakes et trucs comme ça. Bref.
Donc voilà, je le mettrai avec plaisir. Après, ça, c'est des achats, je sais plus d'où, des achats sans doute dans un cache. Alors, celui-là, c'est mon AS, c'est Moon 44, qui est le dernier film allemand de Roland Emmerich, il me semble. Bon, dernier film allemand, dernier film produit en Allemagne, qui est du coup un film de SF. Et c'est marrant, le DVD est sorti après parce que par le réalisateur de Stargate Banzai Godzilla, qui sont tous sortis après. Je l'ai jamais vu et du coup, ce sera l'occasion pour moi de découvrir. Ouais, il a réalisé 4 films, il a produit 4 films en Allemagne. Ils sont tous tournés en anglais et ils ont des gueules de films américains. Et celui-là, c'est son dernier et je l'ai jamais vu. Et apparemment, il y a un truc marrant, c'est qu'il cache depuis ce film des 44 dans tous ses films. C'est Durandal qui m'avait appris ça dans une de ses vidéos. Ensuite, Les Ailes de l'Enfer, que je n'ai pas encore revu, mais qui est vraiment un de mes films coup de cœur d'action un peu débile. Faudrait que je le remate. Et enfin, cette merde de La Momie 3, La Tombe de l'Empereur Dragon, le DVD est même plus dedans, et même pas dedans, il est encore dans le lecteur là. Putain, ça faut qu'on en parle, hein. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie, hein. Alors que je suis vraiment pas difficile en film d'aventure à la con, hein. J'ai mis 3 étoiles et demie au Roi Scorpion. Mais on va en reparler de La Momie une seconde. Et ensuite, ça, c'est des coffrets qu'on m'a prêtés. Donc, le même qui m'a offert il me les a prêtés. La trilogie Cornetto, que j'ai, du coup, pour l'occasion, je me suis refaite. On va en reparler aussi. Et après, 2 films qu'il m'a prêtés que j'ai pas vu. Godzilla, édition Criterion. C'est la première fois que j'ai une édition Criterion entre les mains, je vous avoue. Et sur un film que j'aime comme Godzilla, en plus, c'est très drôle. Oh là là. Mais regardez ça. Non, comme ça. Oh là là. Peut-être je me la prendrai pour moi un jour, celle-là. Alors, comment ça se replie? Par contre, je veux pas l'abîmer. Même si c'est pas mon préféré des films de Kaiju de cette époque-là, Godzilla, premier du nom. Je préfère de loin Mothra. Du coup, c'est un import anglais. Et c'est la première fois que je vois un coffret Criterion en vrai. Voilà, c'est 4K UHD plus Blu-ray. On va le reposer délicatement. Les coffrets sont sympas. Et... oh, pardon. Enfin, il m'a prêté ça. C'est arrivé près de chez vous, avec Poulvord. Pareil, qui est un film que j'ai jamais vu et que je veux voir depuis longtemps. Donc, on verra bien. Voilà. Il y a d'autres trucs un peu plus anciens que j'ai acheté par là-bas. Je m'étais acheté trouvé un coffret avec des vieux films Warner. Il me semble qu'il y avait Citizen Kane, pas que Warner d'ailleurs du coup. Le Magicien d'Oz, Casablanca et Chantons sous la pluie. Et j'ai déjà vu Magicien d'Oz et Citizen Kane et j'avais pas vu les autres. Mais du coup, pour reparler un peu de cette horrible merde qu'est La Momie 3. Alors, je suis fan de La Momie 1 et 2. Oh, d'ailleurs, avant. Regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire aussi. C'est une caméra 8 mm, parfaitement fonctionnelle. Je peux tourner comme ça, là. À ressort. Et elle marche toujours. Est-ce qu'on entend le bruit? Non, ça coupe. Mais faut juste que je trouve une péloche. Et je peux tourner un film à 8 mm. Ça me rend complètement fou. Voilà, avec 2 objectifs en plus qui se... hop là. Qui se sweep. Voilà. C'est un cadeau de ouf qu'on m'a fait. Je suis trop heureux. Du coup, reparlons de cette merde. Je vais vous lire ma petite critique Letterboxd. Parce qu'elle est assez claire. Je suis bon public en film d'aventure, c'est vrai. J'aime des films d'aventure vraiment pourris. Là, par exemple, dans cette étagère, il y a Le Roi Scorpion. Qui est ici, d'ailleurs. Qui est du coup dérivé de La Momie, que moi, j'avais plutôt bien aimé. Il y a aussi Sahara, juste là. Vous le voyez pas, mais il est là. Qui est un film avec... qui est un des plus gros fours au box-office de l'histoire, d'ailleurs. Et c'est un film avec Penelope Cruz et Matthew McConaughey. Des années 2000 sur Indiana Jones. C'est fou le nombre de films
Crypto Indiana Jones qui sont sortis à l'époque où il n'y avait pas de film Indiana Jones, c'est-à-dire entre la dernière croisade et le crâne de cristal. Et je suis plutôt bon public. Tant que j'ai un divertissement ok qui me remplit un après-midi sur M6 en période de Noël, j'accepte et je mets 3 étoiles. Mais là, j'ai rajouté, mais là c'est embarrassant tellement c'est nul. C'est vraiment embarrassant tellement c'est nul. Alors que les autres films, quand même, La Momie 1 est excellent, et c'est un excellent film d'aventure. Le 2 est peut-être un peu en dessous, mais est toujours très sympa. Et même Le Roi Scorpion, c'est cool. Au-delà de la réalisation insipide, du script catastrophique, ouais, vraiment c'est tourné comme un téléfilm. L'humour est à chier, l'humour est particulièrement à chier. Il n'y a pas Rachel Weisz aussi. Rachel Weisz ne reprend pas son rôle. Red flag direct. Il faut noter les VFX affreux. Ouais, vraiment, genre... qu'est-ce qu'on a fait chier La Momie 2 pour les SFX du Roi Scorpion à la fin. Mais vous avez vu La Momie 3 ? C'est Yeti de merde. Le rythme chiant, je me suis vraiment ennuyé. Le sexisme crade, alors ça, il y a un extrait qui m'a abasourdi. Pourtant, j'en ai regardé des films américains de divertissement un peu vieux qui ont du sexisme ordinaire là-dedans, du racisme ordinaire aussi et tout ça. C'est peut-être la première fois que j'ai été choqué comme ça devant un film. C'est... le héros rentre dans un bar, tenu par son oncle. Une fille le dragouille à l'entrée, il la dragouille en retour. Et il veut aller vers elle, et son oncle l'arrête et lui dit quelque chose comme... en termes archéologiques... je sais plus comment il le dit. En termes archéologiques, cette fille a déjà été visitée par beaucoup d'explorateurs. Et j'étais en mode... Ils viennent la traiter de pute. Ils viennent dire que c'est une grosse pute. Que c'est une salope. Genre... J'étais comme ça en mode... Il a dit quoi ? Pardon ? Mais en plus, la scène... C'est le problème du coup de la réalisation et du script catastrophique. C'est... Peut-être... En revoyant la scène, peut-être que c'est réellement une prostituée qui essaie de l'attirer pour tirer son fric et tout ça, le cliché de la prostituée qui est aussi problématique. Mais ma foi, ça serait son commentaire aurait plus de sens. Mais il y a un truc qui pourrait me faire dire que c'est ça, mais il n'y a aucun élément dans le film qui me permet d'affirmer que c'est le cas. Donc, il a juste traité une belle meuf de grosse pute. Genre... Juste... Alors vraiment, j'ai été turbo choc bar là. Ouais, le film est pourri. Il y a genre, cette année, j'ai regardé quelques films d'aventure un peu débiles. Notamment Dora l'exploratrice, qui était vraiment pas si mal. Je m'étais fait aussi Jack Me Moon, qui lui est vraiment bien. Uncharted, qui était pas top. Je me suis fait les Tomb Raider. Et même le pire des Tomb Raider est mieux que ça, quoi. Tomb Raider 1, voilà, Tomb Raider 1, je l'avais mis 2,5, j'avais trouvé ça très moyen. Tomb Raider, le 2018, je l'avais mis 2 parce que c'était pourri. Mais pas pourri à ce point, pas raté à ce point. Et les personnages, en plus, dans la Momie 3, sont... Brendan Fraser, il s'en bat les couilles de ce qui se passe. La meuf qui remplace Rachel Weisz a aucune vibe. Le fils est insupportable. Le méchant est inexistant. Et alors que j'en mate des films de merde comme ça. Voilà, Tomb Raider, j'avais maté Flynn Rider, qui sont des téléfilms, et je lui avais donné une meilleure note parce qu'au moins c'était un peu fun et décomplexé, quoi. Là, il n'y a pas une scène qui sauve le truc, hein. C'est vraiment de ces films faits pour le marché chinois. En plus, c'est un ridicule. En plus, Brendan Fraser, il y a pas longtemps, il a dit putain, le film a été rush pour sortir avec les JO qui se passaient à Pékin en 2008. Et et du coup, ça se voit, il faut une grande scène de bataille parce que le public chinois est plutôt fan de ce genre de grande scène de bataille. Mais la scène de bataille est inintéressante, elle est chiante, le lore est pourri, il a aucun sens. Je comprends pas pourquoi le méchant il tue la sorcière, je comprends pas pourquoi le méchant il laisse pas son général sortir avec la sorcière alors que c'est tout ce qu'elle demande et elle lui a filé la putain d'immortalité. Je vais le dire clairement. Je n'ai jamais mis de note aussi basse sur Letterboxd, j'ai mis 0,5.
Et 2, je ne suis pas sûr d'avoir vu un film qui m'a plus... que j'ai trouvé plus nul que ça. Pourtant, ce mec-là, il s'est tapé tous les Godzilla des années 70 et des années 60. Et plein de films d'aventure de cons et des divertissements série Z américains, et des films d'animaux tueurs et tout. J'aime ça, les mauvais films. Mais là, il y a rien. Il y a que dalle. Voilà pour La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. Dire que j'ai payé pour cette merde. Bon, j'ai peut-être payé... Je vais aller voir. J'ai peut-être payé que 50 centimes en vrai, je sais plus. En fait, j'ai un... Non, vous allez pas le voir. J'ai une base de données de mes DVD. Si je peux vous la montrer. Capture de fenêtre. Ok. Voilà. Évidemment. Elle s'est mise tout au fond. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça fait peur comme ça, mais vous inquiétez pas. Voilà, j'ai tous les films. Pour chaque film, bon là c'est des données automatiques que j'ai rentrées grâce à un truc pour les données automatiques pour retrouver le coffret. Ensuite là je rentre le support, donc DVD, Blu-ray, etc. Je rentre le support. Le nombre de supports c'est le disque. L'édition du coffret, donc là j'ai boîte, carton, cover, livre, plastique, pochette, sans boîte spéciale steelbook, on s'en fout. Et là, type d'achat, donc j'ai H. Putain, vous voyez pas la fenêtre, je suis dégoûté. Il faut faire une capture d'écran. Capture d'écran. Ok. Celui-là. Ok. Voilà. Voilà, les supports, blablabla. L'entrée-sortie, achat occasion, achat neuf, don, c'est ce qu'on me donne. Homemade, ça, il y a qu'un coffret, il est rangé. Pré-récupération. Bon, récupération, c'est je l'ai eu gratuit, mais on me l'a pas donné. Je l'ai trouvé, quoi. Et pré, en vrai, j'aurais pas dû faire cette catégorie. La date de l'achat, la source. Donc voilà, c'est à peu près tous les trucs où je reçois, où je trouve des DVD. À Action, quelques-uns, sur Amazon. Ça, c'est mon DVD Homemade, j'ai mis source moi. Boîte à livres, j'en ai trouvé quelques-uns en brocante, que j'ai reçu en cadeau, que j'ai trouvé dans des cash converters notamment. Par chez moi, il s'appelle Cash 31. Que j'ai gagné par des concours, il y en a quand même 2 ou 3. À Emmaüs, sur le Facebook Market, venant de ma famille, venant d'un financement participatif, à la Fnac, à General Music, ça c'était un magasin qui avait là où je faisais mes études, où j'ai acheté beaucoup de DVD. On ira voir après combien de coffrets. Le Bon Coin, Librairie du Premier Film, ça c'est à Lyon. Marie-Jo, c'est quelqu'un qui m'a filé beaucoup de films. À Noz, ça c'est ma source principale. Sur Rakuten, dans la rue, j'avais trouvé un par terre un jour, c'était exceptionnel. Suzy, c'est une pote qui m'a filé des DVD. Et Vinted, c'est là aussi où j'en achète beaucoup. Alors du coup, La Momie. Est-ce qu'il est à L déjà? Et si c'est le cas, je vais le placer à M. Ça, je l'ai pas fait. Là, pareil. Les ailes de l'enfer. Ça va aller à L plutôt qu'à L. Ok. Mais je l'ai pas rentré ou quoi? La Momie, la tombe de l'Empereur Dragon. Voilà, c'est ça. Donc, je retire. Tac, tac. Je l'ai payé 1€. Ah, fait chier quand même. Hein. J'aurais préféré ne pas le payer 1€. Et d'ailleurs, je l'ai vu. Parce que le petit vous pouvez voir, ça veut dire que qu'il n'a pas été vu. D'ailleurs, faut que je fasse... Désolé, je m'occupe de ça là. Les ailes d'enfer, je l'ai déjà vu. Je dis que le 3, j'ai pas vu. Je crois que j'ai rien vu d'autre. Et voilà, il y a aussi les prêts. Ça, je l'ai vu. Ça aussi, je l'ai vu.
Des fois, j'oublie de marquer comme vue. Il y a aussi les prêts, du coup. Ça, avec 2-3 potes, on se prête beaucoup de films. Genre, on est 3 en gros cinéphiles et il y en a 2 d'entre nous qui avons des collections. Donc c'est prêté. Là, c'est tout prêté à la même personne d'ailleurs. Voilà. Putain, Alan Quatermain, ça, c'est un film aussi d'aventure bien nul. Mais même pas aussi nul que La Tombe de l'Empereur Dragon, hein. Bref. Voilà. J'aime bien ce logiciel en vrai. Et en vrai, il y a des stats, du coup, après. Type d'entrée. J'achète quand même beaucoup de neufs, et tout le reste, c'est de l'occasion, du coup. Si on fait source de l'entrée, affiché en valeur. Et si on est... Non, je retire ceux que j'ai revendus. Ouais, j'achète principalement à Noz. À General Music, j'avais quand même acheté 53. Ce qui est pas mal. Voilà, après 50 à Emmaüs, 30 sur Amazon, 28 sur Vinted, 25 de la famille, 25 en cadeau, 14 en décash. General Music, c'est un cash après, hein. J'ai juste spécialisé musique, film, livre. 11 dans la rue. Ça me fait toujours rire, ça. Mais un jour, j'avais trouvé une caisse avec des DVD et des... En fait, c'est principalement des DVD pirates. Et à la quelques-uns, c'était des vrais disques. Donc, je les ai gardés. 11 dans une boîte à livres, 24 autres. Ouais, la plupart, quand même, je les achète à moins de 5 euros. Et voilà, si vous voulez savoir un peu ce que j'ai dépensé. C'est peut-être pas très zoomé. Voilà. J'ai dépensé 1565 euros pour 982 disques. Mais j'en ai revendu pour un peu plus de 100 euros. Et environ, je les achète à peu près à 1,50€ le disque et je les revends à 1 euro, ce qui est pas si mal. Voilà. Voilà pour la pause de support physique. Et du coup, je me suis aussi refait la trilogie Cornetto que j'avais découverte il y a très longtemps quand j'avais. Ça, j'aime bien m'en faire une de temps en temps. Quand j'étais jeune, je suis toujours pas très vieux, mais quand j'avais 15-16 ans, je m'étais fait un peu toutes les grosses sagas connues d'Hollywood et des trucs de cinéphiles comme World's End, comme Trilogie Cornetto. Enfin, comment il l'appelle en VF, il l'appelle The Three Flavor Cornetto Trilogy. Et je les ai vus il y a longtemps, je les avais jamais revus. Et j'ai décidé de me les refaire. Et je maintiens que mon préféré est Hot Fuzz. J'ai revu Shaun of the Dead et je le trouve très réussi, mais un peu en dessous des autres quand même. Il est pas si fascinant. C'est pas un objet aussi fascinant que les autres, mais c'est un très bon pastiche des films de zombies. Sans être tout le temps ridicule, avec des vrais moments premier degré. Pour Hot Fuzz, je suis vraiment fan du délire, notamment tout le délire de faire... Ils ont fait un Michael Bay dans le Gloucestershire, quoi. C'est bravo. Et après, World's End, c'est peut-être celui dont je me souvenais le moins, World's End, et j'adore le délire en vrai. Et il est tellement... C'est peut-être celui qui a le plus à raconter dans le fond. Il y a tellement de niveaux de lecture, pas de niveau de lecture, mais de sous-texte et tout ça. Derrière un film qui est foncièrement fun, avant tout. Mais mon préféré, je pense que c'est Hot Fuzz. Voilà. Voilà un peu pour les films que j'ai vus récemment. J'ai revu Ratatouille aussi. Bon, je l'ai vu à la télé en regardant à peu près. Toujours excellent, Ratatouille. Et c'est tout ce que j'ai vu depuis décembre. Voilà. Et je voulais faire un dernier petit poème sur Bones. Je voulais lancer un truc pour une série tranquille là pour me poser. Et j'ai lancé Bones en me disant vas-y, je teste une saison et je peux m'arrêter là, je pense. J'aurais capté un peu l'essence de la série. C'est une série que j'aimais bien regarder à la télé quand ça passait. Et ben, ça m'a tellement accroché que j'ai commencé, je pense, il y a moins de... Je sais pas, j'ai commencé il y a moins de 2 semaines et je suis début saison 4. Et c'est une série c'est une série que je regarde pas très sérieusement, hein. Elle me sert, je la mets souvent en fond quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage.
Et je la regarde d'un œil peu attentif. Voilà, je ne vais pas mentir. Mais j'aime bien. Voilà, j'ai commencé à m'attacher au personnage. Du coup, maintenant, je suis. Et il y a plusieurs trucs que j'avais à dire sur la série. C'est déjà. Alors, je sais pas si c'était juste l'ambiance générale ou si tout le monde a été matrixé par Dr House, mais la série essaie tellement d'être Dr House dans le ton. Après, c'est un peu un cliché des séries qui sont basées sur la police scientifique. Euh, mais le Dr Brennan essaie tellement d'être... Enfin, le Brennan et la série en général essaient tellement d'être Dr House. En essayant d'amener des sujets de société à chaque épisode, en essayant de faire des discussions, notamment la plupart des discussions un peu méta-philosophiques se déroulent entre Brennan et Booth, quand ils sont ensemble. Et on dirait vraiment House du pauvre, quoi. Ce qui est terrible quand même, que House est autant... Enfin, il me semble, peut-être c'est pas du tout le cas, mais il me semble que House a très inspiré cette série-là, quand même. Sachant que House n'est pas une série policière. Elle a tout d'une série policière, mais elle n'en est pas une. Mais en vrai, le vrai avis, c'est une série policière, House. Et un jour, je ferai une vidéo sur Dr House comme j'ai prévu. Et autre truc, c'est ça me fascine toujours. Les séries de cette époque-là, genre aujourd'hui, juste les séries se font un peu, les séries basiques comme ça se font un peu moins chier, et toutes les séries se passent à Los Angeles. Mais à l'époque, c'était pas trop la hype d'avoir des trucs Los Angeles, en vrai, des trucs à Los Angeles, et ça me fascine parce que Bones se passe entièrement à Washington DC et est tourné à 100% à Los Angeles. Et des fois, il y a des plans un peu VFX dégueulasses de Washington où les persos sont dedans. Et les plans larges où on voit personne sont à Washington. Mais la série est entièrement tournée à Los Angeles. Et ça me fascine. Et c'est comme genre Les Experts Manhattan, qui est une série qui se passe à Manhattan. Tout est tourné à Los Angeles. Il y a juste Dr House où je voulais vérifier si c'était tourné à Los Angeles ou pas. Pop, 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 pop. Parce que Dr House est sur la côte est aussi. C'est Princeton. Je mets House MD, Shooting Place. Ouais, c'est aussi tout tourné à Los Angeles. Ça me rend fou. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de séries. À l'époque, c'était finalement assez rare. Aujourd'hui, il y a juste beaucoup plus de séries qui se déroulent à Los Angeles. Mais il me semble qu'à l'époque, c'était quand même... La plupart des grosses séries policières et tout ça ne se déroulaient pas à Los Angeles. Après, il y a Law and Order qui est arrivé, qui a tout pété, qui a dit on tourne tout à New York. Tout sera sur place. Et voilà. Et voilà, c'est une série que j'apprécie bien. Ouais, il y a quelques épisodes un peu too much. Et j'aime bien le côté gore soft. Parce que le seul vrai gore qu'on a, c'est sur les cadavres. Qui sont plutôt bien faits. Et des plutôt beaux maquillages en vrai. Et c'est le seul endroit où il y a du gore. Et voilà. Voilà, je voulais finir sur Bones, tranquillou. Tranquillou bilou. Voilà. Voilà ce que je regarde en ce moment. Les Bones, ouais, non, j'apprécie quand même pas mal la série. C'est pas aussi bien que Dr House ou que d'autres séries de cette époque-là que j'ai pu apprécier, mais ça se regarde. Et j'aime beaucoup le trope des deux personnages de Booth et Brennan qui est deux collègues. Ça rappelle un peu X-Files, mais deux collègues qui... Bon là c'est beaucoup moins discret qu'X-Files, beaucoup moins fin qu'X-Files. Deux collègues qui devraient juste sortir ensemble, aller arrêter. Tout le monde le voit qu'il y a une attirance entre les deux. J'avais fait un tweet d'ailleurs là-dessus. Je me rends compte que je suis fan du trope des séries qui mettent en scène deux collègues qui ne comprennent pas que tout irait mieux s'ils s'embrassaient. Et du coup j'ai mis Smallville, qui est je pense mon exemple préféré de ça, où on sait que les persos sont destinés à... Ce sont des âmes sœurs qui ne se sont pas trouvées, mais qui passent déjà leur vie ensemble. Bones, évidemment. X-Files, mais c'est peut-être la version la plus fine et la plus qualitative en vrai de tout ce merdier.
et aussi la plus dans la tête des fans. Parce que pendant longtemps, il y a juste rien entre les deux persos en fait. Et pour la vanne, j'ai mis Dr House, House et Wilson. Mais ça, c'est peut-être plus du côté des fans, mais en vrai, c'est un peu sous-entendu aussi dans la série que bon, c'est un couple, quoi. C'est un vieux couple, tout simplement. Voilà, ça m'avait fait marrer. Mais c'est plus pour la blague, mais c'est quand même. Ils sont traités comme un couple, en fait. Ils sont traités comme des âmes sœurs. Donc on peut les considérer comme tels. Voilà. Voilà pour ce stream. Toujours pas la reprise des streams Lego, mais ça ne saurait tarder. Je prépare le truc un peu. Et normalement, lundi prochain, jeudi, je sais pas si je fais un stream Stargate. Comme la dernière fois, mon HUD est pas encore prêt. Enfin, mon overlay pour le Stargate Universe, c'est en travaux. J'ai mon écran d'attente et j'ai mon écran d'attente et de fin, mais il faut que je bosse encore l'overlay. On verra, et je sais pas si je peux en plus jeudi. Mais mardi prochain, j'essaie par contre de stream ça. Cinéma. Faut que j'ai vu d'autres trucs d'ici là ou que je trouve des sujets pour lesquels parler. On verra ça lundi prochain. Mais je suis pas sûr que je vais mater beaucoup de films là. À mon avis, ça a beaucoup maté Bones. Ah si, on pourra parler de... j'ai oublié, mais j'ai l'épisode sur mon disque dur légalement. La nouvelle série Game of Thrones, dans le premier épisode, est sorti hier, enfin dimanche. Un chevalier des 7 couronnes. Je verrai ce que ça vaut. J'ai vu des avis très négatifs sur la série, et ça me surprend un peu. Et à contrario, j'ai vu des avis extrêmement positifs qui me surprennent aussi un peu, parce que la série quand même... Après, c'est beaucoup de gens qui avaient lu le bouquin apparemment, qui kiffent la série. Mais on verra ce que ça vaut. Allez, on lance sur des musiques pour se laisser. Je relance sur quoi? Je propose ça. Et... ça. Allez, que Dieu vous garde. Je sais pas. À jeudi peut-être, à mardi sûr. C'est y part. Ciao ciao. Love, love, they savor, love, they say do. Feathers on my breath, gentle impulsion, shakes me, makes me laugh. Feathers on my breath, teardrop on the fire. Feathers on